Nous commencerons par Serge, qui va nous parler de la lutte de Simon Kimbangu pour la liberté du Congo. Je dirais merci à ATCK et c'est une joie d'être présenté par Nzunga Mbadi, que moi-même j'étais fan quand j'étais enfant. J'ai rentré vite à la maison pour venir suivre Nzunga Mbadi lorsqu'il présentait les journaux télévisés. Donc, merci Papa Nzunga encore. Et donc, si on parle de Papa Simon Kimbangu, on ne peut pas parler de Papa Simon Kimbangu sans évoquer Maman Kimbangu. Et donc, on ne peut pas parler de Simon Kimbangu sans parler de Maman Kimbangu. Parce que c'est une femme dans les années entre 1702 et 1706 qui va nous ouvrir les yeux. Beaucoup allaient comprendre, beaucoup ne comprendront pas. Et en 1706, le 2 juillet, jour pour jour, dans 2 jours, nous allons commémorer cette journée où cette femme était brûlée, vive, parce qu'elle a essayé de nous ouvrir les yeux. Mais à ce moment, on était... c'est pas grave. C'est pas grave. Elle a essayé de nous ouvrir les yeux, mais on était loin de comprendre le rôle qu'a joué cette femme pour le Congo. Et les jours qu'on l'a brûlée vive sur le mot Kimbangu, et là maintenant les énigmes commencent. Et ces énigmes, ceux qui ont, des personnes qui ont des têtes à disséquer, parce que les énigmes, il faut réfléchir. Donc chacun aura ses réponses par rapport à l'historique que je vais vous donner. Sur le mot Kimbangu, Maman Kipavita va dire, il y aura un qui viendra et qui va amener mon peuple vers le chemin du salut. Pendant ce temps, le Congo était tombé entre les mains des Belges, notamment à partir de 1883, Léopold II va prendre possession du Congo par les concours du journaliste Stanley Morton. Et le 8 mars 1883, Léopold II va envoyer le premier vicaire, donc de première personne de l'Église, pour venir occuper le Congo. Jusque-là, on ne voit pas tout de suite les combats que va mener Papa Simon Kimbangu. Mais toutes ces personnes sentaient quelque chose qui arrive au Congo. Et la conférence de Berlin va commencer en 1884 pour prendre fin en 1885, donc 84 à 85. Et à ce moment, Simon Kimbangu viendra au monde le 12 septembre 1887. Et en 1887, n'oublions pas, les Portugais faisaient sortir une grande partie des Congolais pour aller peupler les Caraïbes, pour aller peupler l'Amérique du Nord et du Sud. Parce que le Congo, c'était une voie directe pour aller vers l'Amérique, donc en suivant la ligne de l'équateur. Et à partir de 1885, Simon Kimbangu va avoir 2 ans. Là, il était né. Vous savez, quand il y a un Messie qui arrive, il y a des signes aux personnes qui sont de sciences occultes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer en Ngombe-Lutete, donc qu'on appelle, il y a une mission qui a été montée par la BEMS de protestants. Ils vont envoyer les révérends Combert.
et le révérend Combert ne sera pas là par hasard. Il sera là comme l'œil de personnes de sciences occultes. Parce qu'il y a un Messie. Quand il y a un Messie qui arrive, on a vu pour le Christ, il y avait les 3 mages. Il y a toujours des annonces qui se font. Et même pour Simon Kimbangu, c'était ça. Et n'oublions pas, Simon Kimbangu lui-même est né lorsque la colonisation va commencer à battre son plein et l'esclavage en même temps. Donc, il est né dans cette tourment. Vous avez vu dans les documents, il va dire, je serai moi-même celui qui va arrêter cette humiliation. Donc, des fois, on cherche, mais quel était son combat réellement? Et là, on va faire très vite parce que la soirée est tellement riche. Donc, je vais vraiment rouler et de façon que si vous aurez des questions, je serai là pour vous répondre. Et jour pour jour, Léopold II va cesser à être titulaire ou propriétaire du Congo et il va le passer à la Belgique. Et à ce moment, son cousin qui s'est nommé son cousin qui viendra et il sera le gouverneur à Vivi, toujours dans les Bas-Congo, tout près de Goma. Et pendant ce temps, Papa Simon Kimbangu sera, disons, tranquille, mais il avait ses forces prémonitoires qu'il gardait pour lui. Jusqu'au le 14 juillet 1915, où il va épouser son épouse. Ils vont avoir 3 enfants, mais ces enfants seront nés pendant la période de la Première Guerre mondiale. Et de là, Papa Simon Kimbangu, pour fuir ces forces qu'il avait, en sentant que ce n'était pas le moment, il va quitter Kamba pour aller tenter sa chance, pour tenter une vie comme tout le monde. Mais c'était aussi un plan que nous ne pouvons pas savoir, parce que c'est dans la divinité. Et à Kinshasa, il va passer un certain nombre de temps, jusqu'au 18 mars, il va quitter Kinshasa, à l'époque c'était Léopoldville, pour rentrer en Kamba. Et le 6 avril, à 5 h du matin, il va dire, ça y est, c'est aujourd'hui que je vais commencer cette mission que le Nzambi va lui proposer. Et donc, du 6 avril 2021, et la boucle sera bouclée au 6 avril 1960. Donc, c'est encore des énigmes. Donc, des énigmes, ces énigmes, pour les décortiquer, il faut vraiment rentrer dans son histoire. Donc là, je ne vais pas trop détailler à cause du temps. Alors, quels étaient les mobiles qui va pousser, que ce soit Combert, Janice, qui était dans la mission des protestants en Gomélutété. Pendant ces temps, il y aura un accord entre le Vatican et la Belgique, toujours par Léopold II, pour octroyer des terres aux missionnaires catholiques afin d'évangéliser. Et tout ça, c'était pour localiser d'où viendra ce Messie. Alors la mission catholique était à Tumba. Pendant ces temps, ça formait un triangle entre Tumba, Vula et Nkamba. Et raison pour laquelle on va construire même la mission de Ngombe Matadi, juste pour surveiller Papa Simon Kimbangu, ses miracles et tout. Alors, le motif qui va pousser l'arrestation de Papa Simon Kimbangu, c'était le 16 avril 1921, où il va ressusciter une jeune fille de 15 ans qui s'appelait Dina. Et cette fille était venue de Manianga, elle était décédée depuis plusieurs jours, commençait à se décomposer, et le fait qu'on l'avait amenée en Kamba et le faire passer devant la maison des Janix, ils vont sentir cette odeur de la mort, ils vont dire, ce monsieur va amener l'épidémie. Parce qu'on cherchait, on savait, on l'avait déjà relocalisé, c'était lui. Et maintenant, il manquait la Libye d'arrestation. Et donc, la Libye était là.
d'épidémie, alors qu'il n'y avait pas d'épidémie. Parce que là où les missionnaires sont arrivés, là où les missionnaires ont échoué, et Papa Simon Kimbangu est venu à un simple mot, les Congolais suivaient à la lettre. Et le révérend pasteur Tchamings, qui était de la BMS, de Voula, va aller voir l'administration coloniale à Tisville. Et ils vont envoyer Léon Morel, qui était un administrateur, un soldat, un boulungoulou, comme on dit. Et quand il était arrivé, il ne va rien constater. Ils vont continuer à surveiller Papa Simon Kimbangu jusqu'au 6 avril, où il va revenir encore pour la deuxième fois. Maintenant, c'est par force pour l'arrêter. Et à partir du 6 avril, non, du 6 juin plutôt, Papa Simon Kimbangu va rentrer en clandestinité, où il va aller du 6 juin au 10 septembre en Banzanzala. Et c'est là-bas qu'il va annoncer pas mal de prophéties, des enseignements. Il va opérer plusieurs miracles aussi là-bas, jusqu'au moment où il va sentir qu'il doit se rendre, afin que son histoire soit accomplie, ou sa mission soit accomplie. Il va quitter Banzanzala le 10 pour s'arrêter dans la forêt de Mbouma, où il va nous prophétiser l'indépendance, que les Belges vont partir. C'était là. Et ce même jour, il va aussi prophétiser la Seconde Guerre mondiale, la bombe d'Hiroshima. Parce que beaucoup ne savent pas que cet uranium partait du Congo. Et lui, il le savait déjà. Il dira aux personnes qui étaient tout autour, mais comme il était en avance à tous, personne ne comprenait, personne ne savait. Et c'est pour ça qu'on dit que Papa Simon Kimbangu était de tout dans tout. Et il arrive dans son village en Kamba, les 12 septembre. Tout à l'heure, je vous ai dit, il est né le 12 septembre. Et c'est ce même jour de son anniversaire, il va se rendre en mai de Mbulungbulu. Les Mbulungbulu, on les appelait des policiers, comme nous appelons les Mbila à cause de leur casquette rouge. Et de là, il va être envoyé à Tisville pour ouvrir pour la première fois un conseil de guerre. Déjà là, on pense qu'on est loin sur le plan politique. On pense qu'on est loin sur le plan de la libération du Congo, mais des personnes qui sont déjà dans des sciences occultes les ont fait ouvrir un conseil de guerre. Et c'est comme ça que là je donne une réponse à partir de cette énigme. Donc, un paysan, quelqu'un qui était là, qui faisait des miracles, qui prédiguait les conseils, des conseils évangéliques, et doit ouvrir un conseil de guerre alors qu'il était civil. C'est qu'il y a un point d'interrogation. Ceux qui auront besoin de connaître, on en parlera. Et donc, ça a été ouvert un certain 18 septembre 1921. Et donc, il était dirigé par De Rossi. De Rossi, il était un mercenaire italien, il était devenu belge. Et, jour pour jour, le conseil va faire en sorte qu'il y aurait pas mal d'arrestations. Beaucoup de personnes, que ce soit les enfants Kimbangu qui étaient tout petits, seront condamnés. 2 seront envoyés en relégation, qu'on appelle relégation endogène. Ils seront confiés chez
des clergés catholiques. C'était une façon de leur vider ou laver un peu le cerveau, en fait de nier tout ce que leur papa faisait. Il y a un qui va rester au village avec leur maman en Kamba, et pendant ce temps, la condamnation de Papa Simon Kimbangu va tomber, la condamnation à mort, le 29 octobre, et qu'il attendait le jour où celui qui était à l'époque commissaire à Tisville allait passer pour faire un spectacle au moment de sa pendaison. Mais comme il y a des choses, des énigmes, et il y avait déjà les gouverneurs de la province de Congo central à l'époque, va informer les rois des Belges, Albert Ier. Personne ne sait ce qui s'était passé. Et Albert Ier va répondre, va saisir du dossier, et va répondre, enfin, de maintenir Papa Simon Kimbangu en prison à vie. Mais qui ne sera pas dans sa région, il fallait l'envoyer plus loin. Donc c'était aussi une occasion dans le silence pour accomplir sa mission. Et le 6 décembre, Simon Kimbangu va quitter Léopoldville avec le premier groupe de ce qu'on appelait les relégués kimbanguistes. Donc des personnes qui suivaient Papa Simon Kimbangu, et jour pour jour, il y en aura au moins 37 000 qui seront envoyés en relégation. C'est beaucoup. On va voir à la fin comment cette relégation vont s'arrêter. Et il va faire son voyage qui va durer 48 jours pour traverser tous les Congos, pour arriver le 22 janvier 1922 à Kassondo, à Lubumbashi. Alors, juste parce que j'ai fait très vite, et cette prison était, enfin la cellule où il était construite pour des bandits, des délinquants dangereux. Mais comme ils avaient peur de l'évasion de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il avait une façon de faire ce qu'on appelle de la bilocation, de se dédoubler, de sortir, d'être dans plusieurs endroits en même temps. Et ça faisait peur aux administrateurs coloniaux. Et là, ils vont sécuriser cette prison, ils vont les construire 3 fois, avec des murs impossibles pour s'évader, et c'est comme ça qu'il va passer ces 30 années de prison dans un endroit qu'on ne peut pas nous supporter pour mourir physiquement en 1951. Et donc, à 15h, un 12 octobre, il dit ma prison est finie. C'est ce jour-là, comme vous avez vu sur les documents d'un film de dessin animé que je suis en train de faire pour faire connaître cette histoire dans le monde. Quelquefois, on entend souvent le voleur, il faut l'attraper avec quoi? Avec l'objet. Le butin de son vol. Voilà. Et donc, il a dit encore, continuez à lire la Bible, c'est avec ça que vous allez. Et donc, cette énigme, et c'est là que je vais vous ouvrir un peu cette parenthèse. On dit que Papa Simon Kimbangu était mort d'une dysenterie. Non, ce n'est pas vrai. Parce que lui-même opérait des miracles, il ne peut pas mourir avec une maladie que lui-même il peut dominer. Et deuxième point, quand il a dit ma prison est finie, donc les 3 jours avant, donc les 11 octobre, on l'envoie à l'hôpital, on pensait que sa tête était dérangée pour l'examiner, en fait de lui faire ramener encore en prison. Mais le coup de théâtre, le 12, il dit, terminé, aujourd'hui, je vais rendre
mais rentre chez Nzambi. Et là, on va signaler au directeur de la prison, Kissimo Kimpangou, il dit qu'à 15h, il va mourir. Et donc, ils vont renforcer les militaires afin de surveiller pour savoir si c'est réel, si ça va être réel. Et les 15, et c'est là qu'il va faire des prophéties des chefs d'État et tout, qu'on va comprendre chacun à sa façon, mais ce n'était pas ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Et après sa mort, on va lui faire l'autopsie. On ne va rien trouver à l'intérieur. Et donc, ce genre de situation, on appelle ça des corps incorruptibles. En Europe, nous avons les cas de Padre Pio qui avait un corps incorruptible. Et donc, dans les personnes qui ont des corps incorruptibles, même, ils n'ont pas besoin d'être embaumés. Et il sera enterré comme un numéro, comme un prisonnier qu'on va mettre dans un trou, point barre. Et de là, il fallait attendre jusqu'en 1959 pour exhumer son corps. Mais avant d'exhumer son corps, le jour de sa mort, il va apparaître à Loa, à Befalé, à Kindu, partout où il y avait des relégués. Alors, une chose que j'aimerais tirer l'attention de tous, les relégués kimbanguistes n'étaient pas forcément des personnes du Congo central ou du Bas-Congo. Ils prenaient toutes les personnes, que ce soit dans les Bandundu, dans l'Équateur, dans les Kasaï, partout. Il y avait des relégués, même un certain relégué qu'on connaît tous et qui ne disait pas, il était tout simplement un musicien qu'on appelait Wendo Kolosoi. On l'avait arrêté pendant qu'il travaillait dans des bateaux. Et donc la liste des relégués est tellement longue, jour pour jour, le 9 avril, il y avait un groupe de jeunes kimbanguistes qui s'appelle Ajac, enfin qui s'appelait Ajac. Et ces groupes s'étaient levés lorsqu'on avait arrêté les derniers relégués en 1957. Dans ces groupes, il y avait aussi Paul Kina, dont son fils était ambassadeur du Congo en Espagne. Et il y avait encore d'autres personnes, ils étaient au nombre de 5. Et ces groupes vont faire face à la machine administrative belge. Et pendant ces temps, il y avait une association du Bas-Congo, du Congo central, dont Joseph Kasavubu, qu'on rend hommage aujourd'hui, était dans ces groupes, côtoyait Ajac. Et c'est Ajac qui vont aller voir les autorités, ils vont demander s'il faut nous tuer. Donc, les événements du 4 janvier, c'était déjà précédé en 1957, et avec cet engouement, on va voir au Ghana tout ce qui était les Kwame Nkrumah et tout, je pense que Guillaume va vous éclaircir, et la Jacques va inspirer la BACO entre eux, afin que la BACO deviendra simplement parti politique la plus grande, le plus grand plutôt dans cet environnement du Congo. Et Papa Simon Kimbangu, son corps sera exhumé, comme il avait dit, vous attendrez ma mort, mais je viendrai vous informer moi-même, parce que cette force de bilocation, il apparaissait à toutes les personnes, et il a dit, les jours que vous apprendrez que je rentre dans mon village, c'est que la libération du Congo est proche. Et c'est jour pour jour, le 2 avril, son corps va accoster dans un dostamer au Bichungobila, à Léopoldville. Et donc, on va faire une procession, et cette procession de 32 km de
du Beach Mobila jusqu'à Matadi-Mayo, ça n'a jamais été fait jusqu'à aujourd'hui. Il y avait tous les policiers, tous les 5 mètres, jusqu'à Matadi-Mayo. Donc voilà un prisonnier qui était arrêté le 12 septembre, torse nu. Il va quitter son village pour être jugé à Tisville, torse nu, enchaîné. Il va voyager jusqu'à Lubumbashi, torse nu, enchaîné. Tout ça parce qu'il voulait la liberté des Congolais. Parce qu'il avait vu comment l'esclavage battait son plein. Il voulait la liberté des Africains. Il voulait nous réveiller parce que lui, il sentait déjà que des clergés qui étaient avec nous, c'était aussi des clergés qui avaient un couteau à double tranchant. Donc, on ne vous dira pas, mais ils étaient déjà des personnes de sciences occultes. Et en même temps, la Jacques va se battre contre le problème des confessions. On connaît tous des histoires de confessions. On va confier aux prêtres ou aux pasteurs, et demain, les policiers viennent vous arrêter. Donc tout ça, c'était des indices ou des preuves que Papa Simon Kimbangu savait depuis longtemps et qu'on n'arrivait pas, nous, avec nos yeux et notre compréhension, de détecter. Mais le fait que Papa Simon Kimbangu, son corps est en Kamba aujourd'hui, nous avons maintenant eu le courage de pouvoir faire face, à partir de l'indépendance arrachée de 1960, comme on a vu dans les documents. Nous tous, nous connaissons les discours de Lumumba. Beaucoup disent que Lumumba était parti trop vite, il a dit ceci, ce n'était pas bien, mais il avait fait rappeler que nous étions chicotés, envoyés dans des relégations dans notre propre pays, et c'était quelque chose qu'on a cherché un peu à m'isoler tout le monde. Donc, je préfère m'arrêter là parce que je ne veux pas trop monopoliser le temps, mais juste une petite chose, pour notre génération actuelle, souvent on écoute, on voit des personnes qui manquent de respect à cette grande illustre personnage, à cette grandeur, pour dire n'importe quoi, ou pour rajouter un peu de saleté. Il y a aujourd'hui des gens, dans leurs rêves ou dans leur vie réelle, ils voient ou ils rêvent Papa Simon Kimbangu, ou ils leur apparaissent physiquement. Mais je ne sais pas si vous connaissez, soit dans l'islam, quelqu'un a déjà donné un témoignage qu'il a rêvé Mahomet. Ça, je n'ai jamais entendu. Donc, quand nous avons un personnage ou un messie comme Papa Simon Kimbangu, c'est à nous, Congolais, de les respecter, de les valoriser. Raison pour laquelle je me bats afin que le monde entier connaisse ce monsieur. C'est un grand problème. Nous sommes en France, depuis cette vague de 1975, où les Congolais commençaient à arriver massivement en Europe, que ce soit sur les Champs-Élysées, que ce soit à Manhattan, que ce soit à Londres, on ne connaît pas Papa Simon Kimbangu. La faute à qui? Moi je dis la faute c'est à nous. C'est comme les documents qu'on a vus, le debout congolais, c'est notre faute. Ces enfants qui chantent le debout congolais, personne ne les a appris. Ils entendent ça, ils écoutent phonétiquement. Et du coup, si on ne fait pas un effort, on rigole. Mais c'est notre faute. Qu'est-ce que nous faisons? Et c'est encore notre faute. Parce que quand on voit les clergés qui sont arrivés, on les a donné des terres. Donné. Ils ont construit des écoles. Ce n'était pas pour notre bien. C'était un accord avec le Vatican et tout consort. Mais depuis, les clergés sont partis. Les écoles sont en ruine.
qui est celui qui a construit les écoles encore dans ces pays. C'est encore notre faute. Encore, on peut dire, le fils cadet de Kimbangu, Diangenda, a construit dans tous les Congos des écoles, des hôpitaux, mais les jours que ces messieurs étaient décédés, on l'a caillassé. C'est encore notre faute. Donc, à partir de notre conscience, l'examen de conscience qu'on va faire, afin que nous puissions changer un peu ces comportements, nous puissions être des personnes qui valorisent, et là nous pourrons dire, nous allons lever nos fronts, longtemps courbés, et nous serons des peuples grands et des peuples libres à jamais. Merci beaucoup. C'est fermé? Oui. Donc, avant de donner la parole à notre modérateur, Monsieur Serge Latantou a contacté aussi notre association des travailleurs du Congo-Kinshasa pour que nous puissions faire en sorte que l'idée qui est venue de lui pour pouvoir compiler tous les livres qu'il a sortis sur Simon Kimbangu dans un seul recueil d'environ 300 pages, c'est ça? 150. 150 pages. Donc il a demandé à ce qu'il y ait une levée de fonds de manière à ce que nous puissions participer tous à cet ouvrage. Donc ceux qui veulent savoir de plus, il y a son site qui est là, www.sergediatantou.com. Donc les membres de l'association et d'autres personnes de bonne foi et pris des libertés peuvent rejoindre ce site, cette action, ce mouvement, d'autant plus que Serge Diatantou envisage d'être acteur, si je ne me trompe pas, il est là, au grand musée qui sera édifié en Kamba. Je crois qu'il a eu des contacts. Si vous pouvez dire un mot là-dessus, je vous laisse la parole. Micro passé pour ne pas faire les interférences. Donc, c'est vrai, c'est une bande dessinée de plus de 150 pages documentée sur l'histoire de Papa Simon Kimbangu. L'idée était venue en Kamba. Quand je suis passé en Kamba, j'ai dit au chef spirituel, on était en train de manger, et je dis, mais si on vient ici en Kamba, qu'est-ce qu'on peut ramener en Europe ou dans le monde, en dehors, à part la terre, les mabélés et les mailles? Ça, c'est notre croyance. Il dit, mais nous, on n'a que ça. Il dit, non. Quand je vois Vatican, le Vatican a une grande bibliothèque de l'intelligence des Occidentaux. Je préfère que l'intelligence des Africains, que ce soit des livres, de films, soit ici. Je souhaite qu'il y ait une grande bibliothèque. Il dit, mais c'est une bonne chose. Et c'est là, jour pour jour, l'idée a fait sortir un musée. Et dans notre conversation, je lui ai dit, mais je rêve aussi, enfin, que le nom des relégués, ce n'est pas facile, 37 000 familles, mais qu'on puisse les retrouver. Il dit, mais comment on va faire? Il dit, je ne sais pas, mais dans chaque chose, il y a toujours des solutions, mais on va chercher.
j'ai quitté le Congo, je suis rentré. Les années ont passé. J'ai commencé la série Mémoire de l'esclavage avec l'UNESCO. J'étais loin de ces propositions. Un jour, j'ai trouvé sur ma table de travail un grand dossier épais comme ça. Vous savez, ça c'est un témoignage que je préfère vous le partager parce que ça fait partie de l'histoire. Et ces dossiers, vous savez, quand vous tous, des fois vous avez une lettre, je ne vais pas les lire, je vais les poser là. Et quand je les pose, 2 jours après, ça se retrouve sur ma table. Je dis, je vais jeter un coup d'œil. Je dis, Papa Simon Kimbangu, bon, j'ai déjà fini les 3 tomes, je vais les mettre là parce que je ne les ferai plus. Un jour, je dis, je vais prendre un peu de la peine parce que ces papiers commencent trop à tourner ici. Et je commençais à feuilleter. À ma grande surprise, je vois des noms, prénoms, des noms des villages, des dates, des arrestations, des relégués de 1921 jusqu'à 1957. J'étais surpris. Et je dis, voilà le miracle qu'il opère. Et j'ai appelé le professeur Robert Oisy, beaucoup de gens les connaissent. Il m'a dit, garde ça très bien, on va essayer de faire quelque chose là-dessus. Je dis, mais là, 2021 arrive. L'histoire de Papa Simon Kimbangu va totaliser son centenaire. Pourquoi ne pas lui rendre un hommage vibrant et les reléguer en même temps? Et c'est pour cela que je demande ces levées de fonds, pour que ça ne soit pas que mon histoire, pour que ça soit pour tout le monde. Parce que comme je vous ai parlé des écoles qui sont tombées à ruine, soyons quand même utiles pour quelque chose, une fois quand même, une chose honorifique. Et ces levées de fonds feraient de nous des immortels, comme on chante aussi dans notre hymne national. Parce que j'envisage avec ces musées, parce que les musées demandent des entretiens. On ne balaye pas les musées comme on balaye une salle de fête ou un appartement. Parce qu'il y a des œuvres, il y a des pièces. Et j'ai décidé enfin de mettre l'intégralité de mes BD, de mes planches qu'on va faire sur Papa Simon Kimbangu dans ces musées pour que des gens qui viendront du monde entier puissent les voir. Parce que quand on va au Louvre, ce sont des artistes qui ont participé pour que le Louvre soit là. Et donc, pour que cette œuvre puisse avoir aussi son impact, c'est à nous aussi les artistes de faire ces gestes. Mais on ne va pas les faire nous-mêmes, parce qu'à l'époque des rois, on appelait des artistes des bouffons du roi, mais on va les faire tous. Et les noms des personnes qui vont lever les fonds, personne ne va vous le voler, dans le sens où vos noms seront dans ces musées. Pas pour vous, pour vos générations futures, c'est une fierté. Et je dis, je ne m'arrête pas là. Je sais faire des bandes dessinées, je sais faire des cinémas, des dessins animés, que nous léguerons à notre prospérité. Comment on va léguer l'histoire à notre prospérité? Comme faisait Walt Disney, c'est des dessins animés. Et dans les dessins animés, les tout petits connaîtront cette histoire. Et les personnes qui vont faire les levées de fonds, à la fin, vous aurez vos noms défilés sur les génériques. C'est encore une fierté. Mais j'ai remarqué une chose. C'est comme si on a cette façon un comportement un peu bizarre. Dès qu'on met dans des réseaux sociaux lever les fonds, tout le monde s'éclipse. Mais comment on peut valoriser? En plus, je demande 30 € minimum. Pourquoi? Parce que une BD revient à 15 €. Et ces 3 BD en une, exclusifs, ça fait 45 €.
Donc là, je montre encore, moi, des sacrifices que je mets pour que nous ayons cet ouvrage. Et pour finir, j'ai reçu une inscription du Festival de Cannes, alors que le film existe en court-métrage. Le Festival de Cannes me demande, on veut ce film. Mais j'irai comment? Tout seul. Mais j'irai avec tous les Congolais. On fait en sorte que ceux qui vont faire le levée des fonds puissent voir leur nom défiler au Festival de Cannes. Et il y a Manhattan qui demande, je n'ai pas fait de démarches. Je n'ai pas fait de démarches. Et donc, moi je dirais, j'ai besoin de vous, on a besoin de tous pour valoriser notre histoire, pour valoriser notre patrimoine, Ingeta. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Okikwaza, tcha-tcha, tobakidi. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. Soni mokili mobimba mboka ya mongo mboka etona mosolo bakonzi ya boka oyo solo balingi boka te ngonge ebeti otango ekoki kasabubue lumumba bovomani wapi bopesi mboka mokongo